Quand les munitions s'épuisaient dans la boue des tranchées, dans les ruines fumantes des villes dévastées, dans les jungles obscures du Pacifique, ce n'était plus la poudre qui décidait du sort d'un homme. C'était l'acier. Froid, silencieux, et absolument définitif. La Seconde Guerre mondiale a vu naître, ressusciter, et perfectionner des dizaines d'armes de mêlée issues de nations entières, chacune reflétant sa propre philosophie du combat rapproché. Des poignards de commando britanniques aux sabres de cavalerie polonais, des baïonnettes soviétiques aux lames cérémonielles japonaises, voici l'histoire complète de chaque couteau de combat et arme de mêlée officiellement émis durant ce conflit mondial. Nation par nation. Lame par lame. La baïonnette M1. Introduite pour remplacer la longue lame M1905, la baïonnette M1 fut raccourcie à 25 cm pour une maniabilité optimale en combat rapproché. Conçue spécifiquement pour le fusil M1 Garand, elle accompagna les soldats américains dans les jungles du Pacifique et les ruines européennes. Polyvalente et robuste, elle incarnait l'esprit pragmatique de l'infanterie américaine face aux pires conditions de combat imaginables. Le couteau de tranchée Marquis. Né dans les tranchées de la Grande Guerre, ce couteau terrifiant survécut jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Sa poignée en bronze coulé intégrait des coups de poing américains, une invention brutale pour le corax en grave-corps le plus violent. La lame double tranchant était optimisée pour les attaques de perforation mortelle. Les Rangers et parachutistes américains le portaient comme symbole de leur férocité absolue et de leur préparation au combat ultime. Le couteau de tranchée M3. Développé spécifiquement pour les soldats non dotés de baïonnettes, le M3 représentait l'efficacité américaine à son état pur. Sa lame de 17 cm avec un faux tranchant effilé offrait une capacité de coupe redoutable. Le manche en rondelles de cuir empilées garantissait une prise ferme dans les conditions les plus boueuses. Prisé des parachutistes et rangers, il constitua la base directe de conception de la baïonnette M4 ultérieure. Le couteau de combat USMC Mark II. L'infanterie de marine américaine adopta ce couteau légendaire pour remplacer les stilettos de début de guerre. Sa lame en clip-point de 18 cm en acier trempé résistait aux conditions les plus extrêmes. Le manche en rondelle de cuir compressé avec pommelle en acier massif garantissait une durabilité exceptionnelle. Les marines l'utilisèrent pour tout, des tâches utilitaires au combat à mort. Il demeure l'un des couteaux militaires les plus reconnus de toute l'histoire moderne. Le stylet V42. Réservé exclusivement à la première force de service spécial, le V42 était une arme d'une précision chirurgicale. Sa lame mince à double tranchant traversait les vêtements lourds divers sans résistance. La dépression du pouce sur le ricasso guidait la lame avec une précision mortelle. Le pommel en forme de brise-crâne complétait cet arsenal d'élimination silencieuse. Il fut conçu dans un seul but absolu, neutraliser une sentinelle sans déclencher la moindre alerte. Le Smatchet de l'OSS. L'Office des services stratégiques adopta cette lame massive pour ses opérations clandestines les plus violentes. Sa large lame en forme de feuille générait une puissance de frappe et de hachage dévastatrice. Inspiré des machettes traditionnelles et du Fairbairn Welsh Fuchsia, ce weapon imposait un respect instinctif immédiat. Les opérateurs de l'OSS étaient entraînés à exploiter son poids considérable pour des attaques de choc rapprochées d'une brutalité absolument terrifiante. La baïonnette Pattern 1907. Conçue à l'origine pour le fusil Lienfeld, cette baïonnette à lame de 43 cm portait l'influence directe des épées japonaises. Les troupes britanniques et du Commonwealth la portèrent à travers 2 guerres mondiales sans interruption. Sa portée exceptionnelle conférait un avantage décisif dans le combat défensif de tranchées. Elle symbolise l'histoire militaire britannique à travers les décennies, des plaines d'Afrique aux forêts d'Europe occupées. La baïonnette Spike numéro 4 MK2.
Les soldats britanniques la surnommaient affectueusement le pic-cochon, un surnom qui en disait long sur sa brutalité. Cette pointe d'acier pur, sans tranchant, était conçue exclusivement pour la perforation fatale. Sa fabrication ultra simplifiée permettait une production de masse rapide lors des pires pénuries matérielles de guerre. Fixée au fusil Lienfeld numéro 4, elle restait impopulaire parmi les troupes, mais s'avérait redoutablement efficace contre les uniformes divers épais. Le couteau de combat Fairbairn-Sik. Développé par deux instructeurs de combat légendaires à Shanghai, ce poignard élégant révolutionna le concept du couteau de commando. Sa lame stiletto mince à double tranchant permettait des frappes silencieuses d'une rapidité foudroyante. La poignée de style fleuret offrait un contrôle parfait lors d'attaques de précision contre des sentinelles ennemies. Les commandos et parachutistes britanniques le rendirent célèbre dans le monde entier. Il établit définitivement le standard mondial des couteaux de force spéciale modernes. Le Smatchet britannique. William Fairbairn conçut cette arme comme un outil de choc psychologique autant que physique. Sa lame large et lourde en forme de feuille était optimisée pour infliger des traumatismes contondants massifs et des coupures dévastatrices profondes. Le manche absorbait les impacts violents des frappes en espace confiné. Les unités de commando le portaient pour le nettoyage brutal des tranchées et l'assaut des bunkers fortifiés. Sa puissance de hachage dans les espaces restreints le rendait absolument dévastateur. Le Kukri. Cette lame courbe traditionnelle est la signature légendaire des redoutables régiments Gurkha népalais. Sa lame incurvée vers l'avant fonctionne comme une hache, concentrant une énergie cinétique massive sur le point d'impact. Il sert simultanément d'arme principale de combat et d'outil de survie indispensable en toutes conditions. Les Gurkhas l'utilisèrent avec un effet dévastateur lors des patrouilles nocturnes et des embuscades en jungle dense. Il porte une réputation terrifiante et une signification culturelle profonde dans toute l'histoire militaire mondiale. La dague galloise. Connue également sous le nom d'épée de tranchée galloise, cette arme rare fascinait par son design archaïque. Sa lame large en forme de feuille s'inspirait directement des épées courtes celtiques de l'Antiquité. Achetée à titre privé par certains officiers et unités de commando en début de guerre, elle représentait un choix personnel audacieux. Son garde-main circulaire offrait une protection maximale en mêlée serrée. Son extrême rareté en fait aujourd'hui un artefact inestimable de l'ingéniosité britannique des premières heures du conflit. La baïonnette S84/98. Arme réglementaire du fusil carabiné 98K, cette baïonnette équipa virtuellement chaque soldat allemand sur tous les fronts. Sa lame droite de 25 cm avec une gouttière centrale offrait un équilibre parfait entre usage utilitaire et combat. Produite par dizaines de millions d'exemplaires, elle incarnait la puissance industrielle allemande mobilisée pour la guerre totale. Elle représente la lame de service de l'infanterie de la Wehrmacht, simple, fiable et omniprésente. Le Kampmesser 42. Introduit en 1942, ce couteau de combat dédié répondait aux besoins urgents d'une infanterie engagée sur de multiples fronts épuisants. Sa lame à simple tranchant était délibérément conçue pour une production de masse rapide économique. Les écailles de bois du manche offraient une prise solide pour les tâches utilitaires quotidiennes et les combats soudains. Les fantassins glissaient fréquemment cette lame dans leurs bottes pour un accès instantané lors d'affrontements inattendus sur le terrain. Le Fallschirmjägermesser M37. Ce célèbre couteau de gravité fut émis aux parachutistes allemands et aux équipages d'aviation de la Luftwaffe. La lame jaillit du manche par simple pression d'un levier sous l'effet de la gravité. Sa conception primaire visait à libérer les soldats des cordages de parachute enchevêtrés après un saut. Un Marlin Spike rabattable permettait en outre de dénouer les nœuds les plus obstinés. Bien que non conçu comme arme principale,
Les parachutistes l'utilisèrent efficacement dans des situations défensives désespérées. Le H.J. Fartenmesser. Couteau officiel des jeunesses hitlériennes, cette lame modélisée sur les baïonnettes militaires standard accompagna de jeunes soldats dans les derniers combats désespérés du conflit. Sa lame droite utilitaire et son manche métallique à stries offraient une fonctionnalité basique sans la robustesse des véritables couteaux de combat. Portés comme objet personnel, ces couteaux représentent aujourd'hui un artefact historique sombre témoignant de la militarisation tragique de la jeunesse allemande sous le régime nazi. Le SS Ehrendolch. Cette dague d'honneur était principalement une arme de cérémonie destinée aux uniformes de parade des officiers SS. Son design s'inspirait directement des dagues de chasse suisses du XVIe siècle, reflétant l'obsession nazie pour la symbolique historique. Sa lame large à double tranchant et sa poignée en bois finement décoré en faisaient un objet de prestige absolu. Totalement impraticable au combat, elle portait un poids psychologique et symbolique considérable au sein de la hiérarchie du Reich. Le Settengewehr 42 Multioutil. Cette baïonnette expérimentale avancée fut développée dans les dernières années du conflit, témoignant de l'ingéniosité allemande malgré la défaite imminente. Son manche creux abritait un kit d'outils miniatures incluant tournevis et tire-bouchons. La lame plus courte et plus large que le modèle standard offrait une polyvalence accrue. Produite en nombre limité avant la capitulation, elle influença profondément la conception des couteaux de survie modernes. La baïonnette à douille Mosin-Nagant modèle 1891/30. Cette baïonnette à lame cruciforme distincte fut conçue exclusivement pour la perforation profonde et fatale. Son mécanisme à ressort de verrouillage l'attachait fermement autour du museau du fusil Mosin-Nagant. La doctrine soviétique exigeait qu'elle reste fixée en permanence au fusil durant toute opération de combat. La forme cruciforme créait des plaies par perforation profonde extrêmement difficiles à refermer. Elle fut d'une efficacité brutale lors des charges massives d'infanterie qui définissaient le front de l'Est. La baïonnette pliante Mosin-Nagant modèle 1944. L'armée rouge intégra directement cette baïonnette innovante dans le nouveau carabine raccourci de 1944. Elle pivotait depuis le côté droit du canon et se verrouillait solidement en position de combat. Cette conception révolutionnaire facilitait le transport tout en maintenant l'arme immédiatement disponible pour la mêlée. Les troupes de combat urbain favorisaient ce fusil et sa lame intégrée lors des opérations de nettoyage de ville. Elle rationalisa l'équipement de l'infanterie soviétique dans la poussée finale vers Berlin. Le NR-40. Couteau de combat officiel des forces armées soviétiques, le NR-40 incarnait la philosophie militaire de Staline, fonctionnelle, brutale, efficace. Sa lame distinctive en clip-point et son manche en bois laqué noir étaient immédiatement reconnaissables. La garde en S inversée caractéristique optimisait la prise en main retournée pour des attaques en aveugle. Les éclaireurs soviétiques et les combattants partisans l'utilisèrent massivement pour l'élimination silencieuse de sentinelles ennemies. Il demeure une lame légendaire dans l'histoire des forces spéciales russes contemporaines. Le Shashka. Ce sabre traditionnel sans garde, originaire des montagnes du Caucase, représentait l'héritage guerrier des steppes au cœur d'un conflit industriel moderne. Sa lame légèrement courbe à simple tranchant concentrait une puissance de taille dévastatrice pour la cavalerie en charge. Les unités de cavalerie cosaque soviétique portaient cette arme au combat aux côtés de leurs fusils. Le design permettait de dégainer et de frapper en un mouvement fluide et parfaitement coordonné. Ce fut l'un des derniers sabres officiellement émis et utilisé au combat dans la guerre moderne. La pelle MPL-50. Cet outil du génie apparemment anodin devint l'une des armes de mêlée les plus redoutées du conflit sur le front de l'Est. Son court manche en bois et sa lame d'acier en forme de bêche offraient une robustesse indestructible.
Les soldats soviétiques aiguisaient minutieusement les bords de leurs pelles pour en faire une hache improvisée d'une efficacité terrifiante. Elle fut absolument décisive dans les tranchées confinées et sanglantes de Stalingrad. Les unités Spetsnaz continuent aujourd'hui de s'entraîner au combat avec cet outil légendaire. La baïonnette type 30. Fixée au fusil Arisaka réglementaire, cette longue lame de 40 cm était conçue pour maximiser la portée au corps à accent grave-corps. Son quillon crochu caractéristique servait à dévier et bloquer les baïonnettes ennemies lors des affrontements. L'infanterie japonaise l'utilisa massivement lors des célèbres charges Banzai qui terrorisèrent les troupes alliées dans tout le Pacifique. Produite par millions d'exemplaires, elle constituait l'arme de mêlée principale et symbolique de tout soldat impérial japonais en campagne. La baïonnette de parachutiste type 2. Les parachutistes impériaux japonais nécessitaient une arme compacte adaptée aux exigences particulières des sauts en parachute. La lame standard du type 30 fut raccourcie à moins de 20 cm pour réduire l'encombrement. Elle était conçue pour s'adapter au fusil de parachutiste démontable type 2. Cette solution permettait aux parachutistes de rester agiles tout en disposant d'un outil de perforation parfaitement létal. Leur production extrêmement limitée en fait aujourd'hui des pièces de collection d'une rareté absolue. Le Shinganto type 95. Cette épée était réservée exclusivement aux sous-officiers de l'armée impériale japonaise, symbole d'une hiérarchie militaire rigide. Sa lame en acier usiné imitait l'apparence des sabres samouraïs traditionnels avec une précision troublante. Le manche en aluminium coulé peint pour ressembler à de la peau de raie traditionnelle complémentait l'illusion historique. Les sous-officiers l'utilisaient pour mener les charges d'infanterie et maintenir la discipline dans les rangs. Cette arme de production de masse se révéla incroyablement meurtrière dans les combats rapprochés. Le Shinganto type 98. Épée réglementaire des officiers commissionnés de l'armée impériale japonaise, le type 98 portait souvent des lames familiales forgées à la main depuis des générations. Ces lames ancestrales montées dans des fourreaux militaires standards créaient une connexion vivante entre le guerrier moderne et le bushido ancestral. Les officiers les utilisaient régulièrement au combat, infligeant des blessures horrifiantes aux troupes alliées. Les soldats américains les recherchaient comme trophées de guerre les plus précieux dans tout le Pacifique. Le Tan Yasukuni. Ce poignard court traditionnel était fréquemment porté par les aviateurs navals et les pilotes kamikazes japonais pour leur dernière mission. Les lames étaient traditionnellement forgées par des artisans d'élite au sanctuaire Yasukuni de Tokyo. Il était destiné comme arme de dernier recours ou pour le suicide rituel permettant d'éviter la capture ennemie déshonorante. Sa lame courte et d'une précision absolue était parfaitement conçue pour des frappes de perforation définitive. Il représente la dévotion ultime et le fatalisme profond de l'état d'esprit guerrier japonais en temps de guerre. La baïonnette M1891 Carcano. Arme réglementaire du fusil d'infanterie Carcano à long canon, cette baïonnette représentait la robustesse de l'armement italien. Sa lame droite à simple tranchant avec poignée en bois était conçue pour résister au terrain montagneux exigeant. Sa construction solide permettait de supporter les conditions les plus rudes des campagnes d'Afrique du Nord et du front russe. Les troupes italiennes la portèrent fidèlement à travers les multiples théâtres d'opérations où elles combattirent durant ce conflit mondial. La baïonnette pliante M1938 Carcano. Cette arme innovante fut spécifiquement conçue pour le carabine court M38, priorité de mobilité absolue. La lame se repliait dans une rainure creusée dans le bois de la crosse pour une compacité maximale. Les soldats pouvaient déployer instantanément la lame grâce à un mécanisme à bouton poussoir en situation d'urgence. Cependant, ce mécanisme pliable se révéla fragile, sujet au grippage par les débris de combat omniprésents.
L'armée italiana abandonna finalement ce design au profit d'une baïonnette fixe plus fiable sur le terrain. Le Pugnal M1939. Dague de combat réglementaire de l'armée régulière italienne, le Pugnal M1939 incarnait la philosophie militaire italienne de l'époque. Sa lame droite robuste et son manche en bois solide avec pommelle en acier assuraient une durabilité remarquable. Conçu à la fois pour les tâches utilitaires du campement et le combat rapproché, il répondait à toutes les situations. Les fantassins l'utilisaient quotidiennement pour la survie en campagne comme pour les affrontements désespérés en espace confiné dans des conditions inhumaines. La dague d'assaut M1935. Les ingénieurs d'assaut italiens reçurent cette dague de combat spécialisée, adaptée à leur mission particulièrement dangereuse. Sa lame large et lourde offrait une capacité de coupe et d'effet de levier exceptionnelle pour toutes opérations d'obstacles. Les ingénieurs l'utilisaient pour dégager des obstacles, neutraliser des mines et combattre dans les tranchées les plus étroites. La poignée était spécialement profilée pour les frappes à fort impact lors des opérations de sabotage intensives. Elle reste aujourd'hui hautement considérée comme l'un des meilleurs couteaux de combat multifonction de toute la Seconde Guerre mondiale. La dague d'honneur MVSN 1937. Portée par les milices paramilitaires fascistes des chemises noires, cette dague symbolisait la brutalité idéologique du régime mussolinien. Son pommeau en aluminium formé en tête d'aigle proclamait « allégeance au fascisme avec ostentation ». La lame double tranchant était davantage un instrument d'intimidation politique que de combat militaire réel. Les hauts fonctionnaires la portaient comme symbole de loyauté absolue au Duce et à son régime. Visuellement saisissante, elle fut rarement engagée dans des combats militaires véritables au cours du conflit. La baïonnette modèle 1886 15 épées. Les soldats français l'appelèrent affectueusement Rosalie, un surnom tendre pour une arme d'une cruauté froide. Sa lame cruciforme en forme d'aiguille, dépourvue de tranchant, était conçue pour infliger des plaies par perforation profonde et fatale. Développée initialement pour le fusil Lebel, elle restait largement en service lors de la campagne catastrophique de 1940. Sa silhouette iconique en fait l'une des baïonnettes les plus reconnaissables de toute l'histoire militaire française et mondiale. La baïonnette Spike, modèle 1935 MAS 36. Cette arme moderne fut conçue pour le fusil d'infanterie MAS 36 mis à jour des forces françaises. Sa construction en pointe cylindrique d'acier pur était dissimulée dans un tube intégré sous le canon du fusil. Pour la déployer, le soldat l'extrayait simplement, la retournait, et la verrouillait en place en quelques secondes. Ce design brillant élimina totalement le besoin de porter un fourreau encombrant supplémentaire. Elle offrait une arme de perforation rapide et mortelle pour la défense rapprochée immédiate en toutes circonstances. Le couteau Leblanc dès 1814. Né dans les tranchées meurtrières de la Grande Guerre, ce couteau de combat légendaire traversa les décennies pour retrouver une utilité tragique. Sa lame d'agace épaisse à double tranchant et son manche en bois lisse pénétraient les uniformes de laine épaisse avec une efficacité redoutable. Les combattants de la résistance française et les troupes régulières puisèrent dans des stocks constitués pour l'employer contre l'occupant. Il demeure un symbole légendaire de la détermination féroce et du courage indomptable du soldat français face à l'adversité absolue. La baïonnette WZ 24. Cette arme de haute qualité fut développée pour les variantes polonaises du fusil Mauser, reflétant l'ambition militaire d'une nation libre. Sa lame en acier brillant et sa solide poignée en bois avec garde-flamme témoignaient d'une maîtrise industrielle remarquable. La qualité de fabrication rivalisait avec les meilleures baïonnettes allemandes contemporaines sans aucune concession. L'infanterie polonaise l'utilisa vaillamment lors de la défense désespérée de la patrie envahie en septembre 1939, jusqu'au bout. La baïonnette WZ 29.
version évoluée et rationalisée du modèle précédent, la WZ-29 simplifia le processus de fixation au fusil. Sa lame effilée sans bague de museau simplifiait le montage sur le fusil court polonais réglementaire. Conçue pour un équilibre parfait avec sa plateforme d'armes, elle fonctionnait également excellemment comme couteau de camp utilitaire. Son tranchant unique affûté permettait toutes les tâches quotidiennes du soldat en campagne dans des conditions difficiles. Elle témoigne de l'excellence de l'industrie d'armement polonaise d'avant-guerre, trop tôt brisée par l'invasion combinée. Le sabre de cavalerie WZ-34. Cette magnifique arme était l'épée officielle des régiments de cavalerie polonais, les derniers cavaliers de l'histoire militaire moderne. Soumise à des tests rigoureux de résistance aux impacts et de capacité de coupe, elle était conçue pour survivre au combat le plus violent. Sa lame légèrement courbe était ingénieusement façonnée pour maximiser les attaques de taille dévastatrice à cheval au galop. Les lanciers polonais chargèrent les colonnes blindées allemandes avec ces sabres lors de la campagne tragique. Ils représentent la fin héroïque et douloureuse de la cavalerie conventionnelle dans la guerre mécanisée moderne. La baïonnette type 24 Jagne. Couplée au fusil réglementaire Chiang-Kai-shek, cette baïonnette portait l'influence directe des baïonnettes Mauser allemandes adaptées aux réalités locales chinoises. Sa longue lame à simple tranchant visait à maintenir à distance l'infanterie japonaise, lourdement armée et disciplinée. Des millions de soldats chinois comptèrent sur cette lame durant la longue et douloureuse guerre sino-japonaise. Elle fut un outil vital pour l'armée nationale révolutionnaire chroniquement sous-équipée face à un ennemi impitoyable et surarme. Le Da Dao. Cette épée à deux mains traditionnelle devint un symbole légendaire et viscéral de la résistance chinoise contre l'invasion japonaise. Sa lame massive, large et incroyablement lourde, était spécifiquement conçue pour la décapitation et le hachage brutal en combat rapproché. Les soldats chinois l'employèrent avec une efficacité redoutable lors d'audacieux raids nocturnes et d'embuscades en espaces confinés. Une chanson de marche célèbre fut composée pour honorer les guerriers brandissant ces armes terrifiantes. Elle prouva qu'un design de lame ancestrale pouvait infliger des dégâts physiques et psychologiques massifs dans la guerre industrielle moderne. Le Miao Dao. Cette élégante épée chinoise à deux mains était profondément influencée par le design et la philosophie des katanas japonais. Sa lame légèrement courbe était optimisée pour des mouvements de taille rapide, fluides et dévastateurs contre tout adversaire. Des troupes d'élite chinoises s'entraînèrent intensivement avec cette épée pour contrer directement les officiers japonais en combat singulier. Sa longue portée permettait aux porteurs de frapper rapidement tout en esquivant les baïonnettes ennemies avec agilité. Arme martiale hautement respectée, elle fut adaptée brillamment pour l'efficacité brutale du champ de bataille moderne. La baïonnette M39. Construite pour le précis fusil finlandais Mosin Nagant M39, cette baïonnette reflétait parfaitement la philosophie militaire nordique. Sa lame courte et robuste ressemblait à un couteau de chasse traditionnel finlandais plutôt qu'à une baïonnette conventionnelle. Sa conception omettait la bague de museau standard, s'attachant fermement sous le canon par un système différent. Les troupes finlandaises l'appréciaient pour sa praticité dans les forêts glacées de la guerre d'hiver contre l'envahisseur soviétique. Elle reflète parfaitement la philosophie finlandaise unissant fonction militaire et utilité de survie en forêt profonde. Le Puukko. Ce couteau de ceinture traditionnel, porté par presque chaque citoyen et soldat finlandais, représente l'âme même de la culture guerrière du Nord. Sa lame courte à simple tranchant légèrement courbé et son manche simple sans garde-main incarnaient la philosophie du minimum vital. Les troupes de ski finlandaises l'utilisaient pour tout, de la sculpture de bois à l'élimination silencieuse de sentinelles soviétiques dans la nuit glacée. Il était dévastateur lors des raids nocturnes silencieux des patrouilles finlandaises dans les neiges profondes de l'hiver arctique.
Le Puukko prouva définitivement qu'un simple outil civil peut devenir l'un des couteaux de combat les plus efficaces de toute l'histoire de la guerre moderne. Quelle arme de mêlée de la Seconde Guerre mondiale vous impressionne le plus et pourquoi? Écrivez votre réponse en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez qu'on explore en profondeur une nation ou une arme spécifique dans une prochaine vidéo, dites-le nous maintenant, vos commentaires construisent directement le prochain épisode.